Salutations chers disciples d'Avan, et bienvenue dans notre 85e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé L'Empereur du Mal Vern a été diffusé le 9 juillet 2022 et couvre le début du combat opposant Dai et le dieu du mal, ainsi que l'arrivée des renforts face à Myst. Et accrochez-vous, il adapte du début du chapitre 294 jusqu'à la fin du chapitre 296, mais également la seconde moitié du chapitre 299 et les 4 premières pages du chapitre 300, concluant ainsi le splendide volume 31 et démarrant le tome 32 de l'œuvre originale. Ah Léona, oups pardon, allez, le staff s'il vous plaît. Bonjour, ici le staff. Cet épisode a été réalisé par Miki Kotoe, une jeune réalisatrice qui avait déjà assuré ce poste lors de l'épisode 66. Le storyboard est produit par Takeshi Furuta, le réalisateur de la dernière série Shaman King. Il propose un découpage plutôt statique afin d'économiser l'animation. 5 personnes sont créditées à la direction de l'animation. Nous retrouvons des restes du dernier épisode avec Mamoru Yokota et Yoshiyuki Ichikawa, et le reste est assuré par Yuji Akamada, Naoko Yamaoka et Seiji Masuda. Allez, il est temps d'analyser cet épisode qui nous propose le début du combat final. C'est parti! L'épisode débute sur un passage inédit au manga, tandis que la Rarte fait tournoyer sa lance et poursuit son assaut sur Miss Vern. Le duo Mampop prête main forte au Chevalier des Terres contre ce terrible adversaire. Cet échange de coups est surtout l'occasion de présenter la réaction de la troupe face au tremblement provoqué par le Dorohara. Ce passage n'apparaissait pas dans l'œuvre originale, et c'est une très bonne idée de l'avoir intégré pour fluidifier le récit. Pendant ce temps, l'armée humaine restée sur Terre assiste à ce déluge de puissance. Ce passage débutait le chapitre 294 du manga, et on pouvait voir à quel point le rayon était immense par rapport au palais. D'ailleurs, la sensation de puissance est encore plus impressionnante avec un effet de lumière persistant derrière Flora. Un plan de l'épisode nous présente une partie de l'architecture du palais vue d'en bas. C'était aussi présent dans le manga, mais les jeux d'ombre sur la case nous empêchaient de bien voir les détails de l'édifice. La reine indique au reste du groupe que le moteur du palais n'émet plus son bruit sourd. Le cœur du QG de Vern a donc dû être détruit par la coterie de héros. Nova et le reste du groupe exultent. Même si ça ne signifie pas que Vern soit mort, l'armée du mal ne pourra plus se déplacer aisément. Et c'est l'occasion pour nous de revoir les participants du tournoi de Romos. Comme dans le manga, nous pouvons retrouver le maître du fouet Strangul et le magicien Fobster. Mais cette adaptation nous permet aussi de profiter parmi les survivants de la présence du lutteur Gomez, du chasseur Hilt, et surtout de Valoria sans son casque. Lon Beruk constate que le palais ne s'effondre pas en l'absence de son moteur. Il suppose ainsi qu'il doit être construit avec un matériel flottant. Dans le manga, la reine plongeait dans une introspection avec un fond noir, et elle se disait qu'il n'était pas juste de dire qu'il ne bougeait plus. Dans cette adaptation, elle indique clairement que le palais est en train de s'élever petit à petit dans les cieux. Dans l'œuvre originale, c'était via la narration que l'on apprenait cela. Une page dédiée nous présentait le palais, et expliquait qu'en l'absence de son moteur, il se libérait petit à petit de Minacator. Comme un ballon dont on aurait coupé les fils, il s'élève doucement dans les airs. On revient du côté de Dai avec un sublime plan du jeune homme avec la pose du Dorohara. Dans la case de base, le cadrage était plus éloigné et probablement moins efficace que celui de l'épisode. La princesse se demande bien d'où lui vient le second insigne de Dai. Le jeune garçon lui explique que son père vit toujours à travers lui. Le jeune garçon en a les yeux qui brillent tant d'émotion est forte. La case de base nous présentait aussi un regard plein d'émoi chez le jeune homme avec un arrière-plan particulier. La princesse serre la main du jeune garçon et le croit sur parole. La localisation française de l'épisode est d'ailleurs assez approximative. À la base, elle lui disait que ça la faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu aussi heureux. L'équipe a pris le temps de donner un peu de répit aux deux protagonistes et a bien réussi à représenter leur relation. Les jeux de regard ont ainsi bien été adaptés, c'est du bon boulot. Et contre toute attente, un monstre dans un sale état débarque, et il s'agit de la vraie forme de Goroa. Dans les cases du manga, la pauvre créature était encore entourée de fumée suite à l'attaque de Dai. Cela a probablement été supprimé pour simplifier le travail d'animation. Notre petit héros prend conscience de l'incroyable puissance magique de Vern. S'il a pu transformer un simple monstre en un adversaire si redoutable, il faut vraiment s'attendre à tout. L'épisode nous régale avec un beau plan tandis que Léona et Dai lèvent la tête vers leur destinée. La mise en scène est soignée et l'épisode reprend bien l'une des planches du manga qui présentait les différents étages du palais troué par le Dorohara. L'équipe présente également un plan inédit pris en hauteur et on peut apprécier le design du réacteur central. Le couple s'envole en même temps que la musique s'envole et on sent bien que c'est le chemin vers le dernier combat. L'épisode nous propose un passage inédit au manga dans lequel Dai et Léona font une petite pause entre les strates du palais. La princesse en profite ainsi pour réarranger ses vêtements, notamment ses collants qui avaient été endommagés lors de sa captivité. Allez tentacules. Un beau travelling nous présente sa nouvelle apparence et reprend l'une des cases verticales du manga. Dans l'œuvre originale, cela pouvait ressembler à un faux raccord et c'est une bonne idée d'avoir ajouté ce passage. On retourne du côté de l'équipe qui donne tout ce qu'elle a contre Miss Vern. Ce passage apparaissait bien plus loin dans le manga, mais l'équipe a dû ajuster l'organisation des scènes pour fluidifier le rythme global. On profite alors d'un passage inédit dans lequel la Budoka semble utiliser le Spinning Kick de Chun-Li de Street Fighter. Les animateurs se sont vraiment fait plaisir sur ce coup-là. Pop utilise un Merazoma, ce qui n'existe pas non plus dans le manga.
La musique reprend la trame originale quand Larart attaque Miss Vern et quand Chunmam, ou Mamli, à vous de voir dans les commentaires, lui assène un coup sur la nuque. Le travail de mise en scène dans le manga était excellent, avec une sensation de vitesse impressionnante sur le cou de la jeune femme. Une case incrustée présente alors le visage de Larart pour ensuite entailler Miss Vern. C'est d'ailleurs peut-être un des plans les plus faibles de l'épisode quand on le compare avec l'original. Malgré cette attaque, Miss Vern se régénère immédiatement. Les trois compères restent désemparés devant son invincibilité. D'ailleurs, dans le manga, on pouvait uniquement lire la réaction de Larart à ce moment-là. Ici, on peut voir aussi celle de Pop et Mam. Pop est complètement à bout de force et ne comprend pas comment Miss Vern peut continuer à être aussi coriace. Après tout, il s'est battu toute la journée. Quant au chevaucheur des terres, sa lance commence à s'émousser. Dans le manga, une case nous présentait le triste état de l'arme de Larart. Ici, on peut apprécier sa condition avec en arrière-plan le responsable, Miss Vern. Un véritable bonbon de choix de mise en scène pour mettre en perspective son incroyable résistance. L'éminence grise est sûre de sa victoire. Même si l'équipe a l'illusion que le combat est équilibré, en réalité, la différence de niveau est écrasante et il n'a qu'à attendre qu'il s'affaiblisse pour en finir. La troupe a bien conscience de sa supériorité et ne trouve pas de solution. Dans le manga, un gros plan sur le visage de Larart marquait l'impasse dans laquelle il se trouvait. De son côté, Dai atteint enfin le dernier étage du palais. On peut voir les escaliers menant au trône de Vern, c'est sans aucun doute le niveau du combat final. L'épisode nous propose un plan large des lieux, et la direction artistique nous donne un endroit assez vaste. Dans le manga, la double page était magnifique, mais nous donnait la sensation d'un lieu peut-être un peu moins grand en comparaison. Alors que la princesse émet l'hypothèse que Vern ait été emporté dans l'explosion du Dorohara, Dai lui répond qu'il ne pourrait pas mourir pour si peu. C'est à ce moment-là que Vern acquiesce dans l'ombre, et attaque le jeune homme à travers un rocher tel un vieux fourbe qu'il est. Dans l'œuvre originale, quand la voix du dieu du mal retentissait, le regard du jeune homme changeait complètement et on pouvait sentir la peur l'envahir. Il est dommage de ne pas avoir repris cette direction. De plus, le rayon de Vern crée une explosion, ce qui a complètement été supprimé ici. Cela est évidemment dommageable pour la sensation de danger, c'est dommage. Comme Dai a détruit son palais et que son niveau n'est plus le même, Vern compte bien se donner à fond. Le plan du mal ombré est réussi et nous met bien la pression. Toutefois, difficile de tenir la comparaison face à la case de base et l'incroyable travail d'ombrage de Koji Inada. La sensation d'oppression était palpable et le petit héros en transpirait. C'était sur ce magnifique cliffhanger que se terminait le chapitre 294, ainsi que le tome 31. On vous laisse imaginer à l'époque le supplice d'attendre le tome 32. Et on n'était pas déçu dès la première page du chapitre 295, avec un regard incroyable de Vern. Des yeux sans pupille qui donnaient une sensation de toute puissance oppressante. Leona semblait aussi terrifiée que le lecteur avec une introspection sous fond noir. C'est donc lui, Vern. Et oui, c'est la première fois que Leona le voit. L'empereur n'est plus là pour s'amuser avec Dai et déploie sa puissance magique. Des éclairs noirs jaillissent de son aura dorée. Son regard est teinté de noir et renforce son côté maléfique. Cela reprend avec fidélité les traits de la case originale. Le dieu du mal fait exploser son aura avec un magnifique zoom sur son regard, ce qui reprend encore une fois la direction artistique de base. La puissance dégagée est terrible et provoque un violent courant d'air. Dai protège tant bien mal la princesse, avec un excellent plan. Dans le manga, on voyait d'ailleurs uniquement le visage de Dai à ce moment-là, probablement pour bien marquer ses émotions. Ici, l'équipe a visiblement décidé de mieux mettre en perspective son désir de protéger Leona. Les cheveux du dieu du mal se déposent majestueusement autour de son visage, avec une animation soignée. C'est aussi la reprise d'une case esthétique, et on sent un vrai désir de fidélité sur ce passage. Après cette démonstration de force, Dai comprend que Vern n'était pas du tout à fond lors de leur première rencontre. Il se remémore sa défaite avec un flashback. Dans le manga, la peur du petit héros est encore plus visible grâce à son regard. Le patchwork de cases rappelant sa défaite était aussi efficace, et les effets de sueur étaient plus visibles. De plus, une case verticale nous expliquait avec un texte à quel point la défaite de Dai contre Vern fut un traumatisme pour lui. Il est d'ailleurs dommage qu'une voix n'ait pas été utilisée pour ce type de narration dans cette adaptation. Vern explique alors à Dai le principe de la transmission des emblèmes des chevaliers dragons. Dans le manga, ces explications étaient accompagnées par le symbole de l'insigne. Mais ici, l'équipe a décidé de nous faire fantasmer et de nous teaser avec l'ombre des anciens chevaliers dragons. L'insigne est transmis l'un à l'autre jusqu'à Baran pour notre plus grand bonheur. Une scène peut-être basique, mais terriblement efficace en particulier pour les fans de la première heure. On en redemande tous les jours de ça. Dai dispose donc de toute l'expérience des anciens chevaliers dragons grâce à l'insigne de son père. C'est pour cela qu'il a pu utiliser Dorohara naturellement. Et oui, encore et toujours la divine plume de Riku Sanjo à l'œuvre pour ce scénario. Rien ne peut plus empêcher Dai d'être le plus grand chevalier dragon de tous les temps. Vern considère qu'il pourrait même transcender le draconien. L'empereur fait apparaître son arme ultime et provoque Dai en duel. La case originale est reprise à la perfection et le plan est magnifique. Alors qu'il attaque le jeune homme, son apparence se matérialise telle une ombre jaunâtre menaçante. La mise en scène est splendide. D'ailleurs, dans la page originale, la sensation de danger était encore plus marquée, avec un Dai au premier plan bien plus petit que son adversaire.
Le jeune garçon est terrorisé, mais prend son courage à deux mains pour protéger Leona et la mettre à l'abri. Vern la prévient d'ailleurs de rester à sa place, toute approche conduirait à une mort certaine. Dai réussit à éviter le premier coup de Vern, qui ne semble d'ailleurs créer que de la fumée. Dans le manga, il y a pourtant une explosion pour marquer la puissance du coup. Y aurait-il une grève des équipes responsables des effets pyrotechniques sur l'épisode? L'empereur du mal semble surpris que les héros ne ripostent pas. Dans la case de base, Vern était encore en pleine fumée tandis qu'il s'adressait à Dai. Ici, le dieu du mal est beaucoup plus visible, probablement pour mieux mettre en valeur son superbe design. La princesse est tout autant surprise que Dai ne se batte pas. Dans l'œuvre originale, l'introspection était symbolisée par des fonds grisâtres pour marquer son incompréhension. Dai ne sait pas par quoi commencer. Un sort? Une attaque classique? Les traits du héros sont splendides et mettent bien en valeur sa fébrilité. Dans l'œuvre originale, une case nous présentait un zoom sur un de ses yeux pour présenter sa détresse. Mais Vern ne compte pas attendre et débute un nouvel assaut. Fort heureusement, Leona intervient, poing en l'air, et lui dit de lui en foutre une bonne. La case de base est très fidèlement retranscrite. D'ailleurs, dans la version française de Tonkam, la princesse dit à Dai d'utiliser ses poings, ce qui est moins clair dans la localisation de cet épisode. Un petit effet graphique illustre la réaction de Dai dans cet épisode. Le manga nous présentait un trait qui passait par sa tête, ce qui pourra rappeler certaines scènes d'autres mangas, comme lorsque Gohan se transforme en SSJ2 par exemple. Les deux insignes brillent de mille feux, et un superbe zoom sur son œil nous entraîne avec lui dans son élan. Et Dai évite le coup de l'empereur qui n'en revient pas. Le manga nous présentait Vern qui en perdait ses pupilles, et la sensation de vitesse de Dai était impressionnante. Le petit héros cogne avec ses deux poings sur l'empereur qui est sévèrement touché. L'animation est fluide et efficace, et rend honneur aux deux pages présentant cet enchaînement. Cette attaque signait la fin du chapitre 295 du manga. Le dieu du mal pose un genou à terre et ne semble guère habitué à la situation. Comme souvent dans le manga, sa surprise était représentée par la perte de ses pupilles. Dai comprend qu'il doit faire confiance à son instinct pour réussir ce combat. Le manga nous présentait cette prise de conscience symbolisée par un arrière-plan sous forme de vague, comme pour illustrer un pouvoir latent. Notre petit héros remercie la princesse de l'avoir conseillé, même s'il est un peu surpris par le niveau de langue utilisé par la jeune fille. La moue de la princesse en retour est bien marrante, et sa tête est encore plus marquée dans le manga, version papier oblige. Pourtant, l'heure n'est plus à la rigolade, et l'empereur concentre son énergie magique. La colorimétrie est splendide, et c'est un magnifique travail de la part de l'équipe. Vern comprend que le jeune homme commence à utiliser l'expérience des anciens chevaliers dragons. La réaction du dieu du mal dans la case de base était savoureuse. Et notre jeune chevalier dragon compte bien continuer à tout donner, et retire son épée de son fourreau avec élégance. Il enveloppe son corps avec Dragonicora, et le plan est de toute beauté. Dans l'œuvre originale, c'était beaucoup plus expéditif, et on apprécie le travail de mise en scène sur ce passage. Pour commencer, Dai utilise son Daichizan, et cette fois-ci l'épée résiste. La case du manga était magnifique, et on pouvait voir sur le visage de Vern qu'il ne s'amusait plus du tout. Le combat continue de plus belle, et le fer se croise. Et nous sommes régalés d'un incroyable plan avec Dai et Vern dont les visages se retrouvent très proches. Quel plaisir! Et ça continue avec un passage inédit, où Dai utilise un deuxième Daichizan à distance. S'ensuit un combat à la DBZ où les auras s'entrechoquent. Et nous sommes dans le même état que la princesse, totalement pantois. Quant à Dai, il réalise à quel point son niveau a complètement changé. Ça n'est pourtant pas une surprise pour Vern. Comme Dai a utilisé son Doro-Aura, il est normal que sa puissance soit colossale. Cette attaque est normalement exécutée par les chevaliers sous la forme d'un draconien. Sans cela, leur corps serait déchiqueté par leur propre puissance. Et nous sommes régalés par un superbe plan harmonique qui présente le triste sort qui attend un chevalier dragon s'il venait à s'y tenter avec sa forme humaine. Le résultat est vraiment splendide et reprend avec perfection la case de base. C'est un régal pour les fans. Vern en a ras-le-bol et décide d'en finir. Il utilise une de ses plus terribles attaques, le Calamity Wall. La colorimétrie de la technique est toujours aussi splendide, et comme Dai est à bout portant, il ne peut pas l'éviter. La case du manga était superbe et on pouvait voir la vague arriver avec la réaction de Dai et de Leona sur les côtés. Un zoom sur l'œil du jeune garçon nous montrait alors qu'il analysait la technique. Dans cet épisode, un passage sous fond noir présente l'introspection du jeune homme. Dans le manga, une case était dédiée à la forme de la vague et une explication sur sa nature. Comme elle est faite d'aura, Dai décide d'utiliser sa propre aura pour se protéger. Il applique ainsi son Dragonicora sur sa lame avec ses deux mains, de façon à créer une barrière verticale impénétrable. L'effet de cette protection dans le manga était particulièrement impressionnant, et le résultat à l'écran est splendide, avec un déluge de couleurs vives d'excellent goût. La musique s'envole tandis que Dai résiste et passe au travers du Calamity Wall. Vern est totalement halluciné. Mais comme rien n'est parfait, et qu'on pinaille toujours un petit peu, il aurait été probablement plus efficace de garder le plan large du manga pour bien voir l'effet de l'attaque sur le palais. Mais bon, vous nous connaissez, on chipote comme d'habitude, voilà, vous allez mettre votre petit commentaire, voilà. Bref, retournons du côté de la coterie face à Miss Vern. Pop décide de l'attaquer en solo pour que Mam ait le temps de soigner la rarte. Malheureusement pour notre archimage, le légat en profite pour l'attaquer avec ses ongles.
Le résultat est efficace, avec un beau ralenti et un écran noir qui laisse penser que le magicien pourrait y passer. Ce suspense était aussi présent dans le manga, et le choc se trouvait à la fin du chapitre 299. Contre toute attente, Im débarque à ce moment et protège Pop avec son corps en orichalque. Dans la page de base, il y avait un petit souci durant ce passage. Les personnages étaient au sol alors qu'ils auraient dû être toujours en l'air. Cela a donc été corrigé dans cette adaptation. Le reste de l'équipe débarque et c'est là-dessus que se terminait le chapitre 299 du manga. Le 300e chapitre démarrait sur Mam et Pop, heureux aux larmes de voir que Yunkel est toujours en vie. La réaction de Mam était d'ailleurs assez appuyée avec une case dédiée à ses larmes. Quant à Pop, il est amusant de voir combien il estime son rival en amour. Après tout, c'est avant tout son frère d'armes. Du côté de Dai et Vern, l'empereur est impressionné par les nouveaux talents du jeune garçon. Dans le manga, sa réaction était d'ailleurs bien plus appuyée et on pouvait presque sentir un début de peur au-delà de la surprise. Il comprend que le jeune garçon a totalement improvisé sa technique et qu'il est devenu dangereux. Il n'y a plus de doute, les gènes des Chevaliers Dragons commencent à s'éveiller en lui. L'épisode se termine sur un plan malheureusement assez peu élogieux pour Dai qui a l'air d'avoir trop mangé durant le pique-nique d'Avan. C'est sur ce plan que se terminait le chapitre 296 du manga, avec un design probablement plus représentatif du physique du jeune garçon. Quelle sera la suite du combat? Réponse la semaine prochaine. Cet épisode nous a proposé de très bons moments et a apporté des modifications bienvenues par rapport au manga. Plusieurs scènes ont été ainsi ajoutées, avec des enchaînements inédits de la part de Mam en mode Chun-Li contre Miss Vern et un Dai-Chizan à distance magnifique de Dai. Les changements apportés sur la tenue de Leona ont été mieux amenés et ce de façon plus cohérente. Sur la terre ferme, nous avons eu le plaisir de revoir les survivants du tournoi de Romos. De plus, le plan sur les anciens chevaliers du dragon fera probablement fantasmer bien d'entre nous. Ces quelques ombres nous donnent tellement envie de connaître leur histoire. Les modifications dans la temporalité sont aussi une bonne décision. Ainsi, dans le manga, beaucoup de chapitres sont dédiés à la suite du combat entre Vern et Dai. Ici, on oscille entre le combat de l'empereur face au héros et la confrontation entre Miss Vern et le reste de la coterie. On imagine que l'équipe responsable de cet épisode a voulu respecter ce qui se passait en même temps, aussi bien dans le jardin d'Albâtre qu'au sommet de la tour de l'hégémonie. Ce qui fait que cet épisode reprend énormément de chapitres et pages du manga. Tout n'est pas parfait. Ainsi, quelques plans auraient pu être plus travaillés, comme l'attaque de la Harte contre Vern, le plan large du dernier étage après le Calamity Hall, ou le dernier plan portant sur Dai. La star de cet épisode est évidemment l'empereur du mal, Vern. Ces plans sont vraiment réussis, même si certaines planches du manga le rendaient probablement plus oppressant. Nous terminerons notre review sur une note très positive, à savoir le plan harmonie du Chevalier Dragon exécutant un Doriora en forme humaine. Un véritable bonbon pour les yeux. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Cette 85e review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine!